fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. Que tu parles comme ça, mec. Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend Ils vont voir si je suis pas un bonhomme. on a l'impression que ça veut dire autre chose? Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Dans cet épisode, on reçoit une sorte de surhomme, le navigateur François Gabard, 35 ans, meilleur marin de sa génération après avoir remporté, entre autres et dans le désordre, Route du Rhum, Vendée Globe et Tour du Monde en solitaire. Il m'a retrouvé au Serpent à Plumes à Paris et je lui ai demandé ce que c'était pour lui, un bonhomme. Un bonhomme, c'est ce qu'on aspire être quand on est un homme. C'est, je sais pas si je réfléchis bon homme, donc un homme avec un petit H ou avec un grand H, pour moi en l'occurrence, ça marche parce que je suis un humain et je suis un humain de sexe masculin. Et puis le bon, c'est ce qu'on, moi c'est ce que j'aspire être, quoi. On essaye. Est-ce qu'on y arrive? Je sais pas. Pas toujours. On essaie le plus souvent possible et je pense par contre c'est une espèce de quête. En tout cas moi c'est une quête. J'essaie, en vieillissant de venir d'essayer d'être meilleur, d'être bon. Et je reste persuadé que pour faire du bien aux autres, faut être bien avec soi. Et donc voilà, et c'est comme ça qu'on peut être dans ce cercle assez positif. La masculinité chez les marins, en tout cas pour moi, elle est représentée par des personnages de fiction assez connus comme Corto Maltese, le capitaine Haddock, Popeye, le capitaine Nemo ou les pirates comme Jack Sparrow, qui représentent chacun des versions différentes du marin ou de la masculinité. Est-ce qu'il y en a un qui te parle le plus à toi, qui te ressemble le plus, ou alors qui ressemble le plus au vrai côté du marin que tu connais et que moi je connais pas? Dans ces personnages-là, il y en a qui sont assez... je sais, ils sont très différents. Le premier, en tout cas, Corto Maltese, c'est... Alors, je m'assimile pas du tout à ce personnage parce qu'on est trop différents à plein de points de vue, mais en tout cas, il a des traits de personnalité qui m'inspirent et qui me font rêver. Il est solitaire, il est mystérieux. Il est mystérieux, il a un côté d'aventure, il y a une espèce d'esthétique qui est liée à son personnage, mais au-delà de son personnage, qui est liée à la bande dessinée, qui est liée au graphisme de Pratt. Et donc, il y a ce côté un peu esthétique, un peu poétique que je trouve super beau. Et j'adore Corto, j'adore lire les aventures de Corto. Après, alors les autres personnages, Capitaine Haddock, il est assez... Il est bourru, il est un peu macho, il est alcoolique. Et comme un peu Popeye, qui est quand même assez brut de décoffrage, est-ce que ça existe encore? Enfin, est-ce que ça existe, ce marin-là, dans les navigateurs de la génération antérieure ou ceux qui naviguent encore? Alors, oui, évidemment, ça existe. La voile et la mer, la marine, est à la base très masculine. Si je prends par exemple la dernière course que j'ai pu faire, la Route du Rhum, on était 124 au départ, je crois, et malheureusement, on était une écrasante majorité d'hommes. Il y avait 6 femmes au départ, je crois. C'est quand même une représentation qui est dramatique. Et par contre, si on regarde les résultats des femmes dans la course au large ces dernières années, elles ont des résultats qui sont extraordinaires. Et en l'occurrence, je pense à Florence Artaud qui l'a gagné, la Route du Rhum. Mais il y a Hélène MacArthur qui a fait deuxième du Vendée Globe, qui a gagné aussi la Route du Rhum en monocoque. Isabelle Autissier. Il y a Catherine Chabot, Sam Davis plus récemment et qui navigue toujours actuellement. Enfin voilà, les résultats des femmes dans la course au large sont extraordinairement bons comparés à leur représentation et au nombre de femmes qui font ce métier-là. J'imagine que pour se lancer, il faut avoir, quand on est une femme dans ce milieu-là, une confiance en soi et être sûr que si on y va, on prend pas le risque. En effet, il y a peut-être une espèce de sélection qui fait que c'est des femmes extraordinaires qui arrivent jusqu'à ce métier-là. Mais pas que. Je pense vraiment et sincèrement et là-dessus que le métier de marin, on a besoin de travail, de patience, de concentration, qui sont peut-être des choses que les femmes font un peu mieux que les hommes. Ne voyez pas Jacques comme un être humain. Il vient d'une autre planète. Est-ce que, ça c'est une partie qu'on voit pas, c'est plus les émotions, mais est-ce qu'il y a une fragilité chez un navigateur comme toi?
Bah, bien sûr, on a tous nos fragilités. Heureusement, il faut jamais qu'elles prennent le dessus quelque part. Quand on parle de fragilité, je pense qu'il y a il y a des notions d'émotion. Certaines émotions peuvent nous permettre de faire des choses extraordinaires. Par exemple, la peur. Bah, alors, la peur, c'est assez intéressant comme émotion parce qu'on me demande souvent est-ce que j'ai peur. Et honnêtement, je pense que ça m'est arrivé une fois dans ma vie de marin, pendant le tour du monde l'hiver dernier, où j'ai croisé un iceberg, un endroit du monde qui était quand même. J'étais aux Antipodes, début du Pacifique, un endroit où il y a absolument aucune vie humaine. Autre qu'un marin qui passe là de temps en temps. Donc il y a pas d'île. L'île la plus proche, ça va être la Nouvelle-Zélande. Enfin non, c'est l'Antarctique, l'île la plus proche. Je pense qu'il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas de transport maritime, il n'y a pas ou très peu de pêche. Enfin bref, on est tout seul. Si nous arrive si on a un souci dans ces endroits-là, on n'a pas d'assistance possible. Donc ça rend les choses un peu extrêmes. Et donc voilà. Et donc j'ai croisé un iceberg. Et évidemment, si avec un bateau comme le trimaran massif, qui est capable d'aller très vite, à ce moment-là, je devais être à une trentaine de nœuds, donc à quasiment 60 km/h. Si tu rencontres un iceberg, tu as des dégâts sur le bateau qui peuvent être conséquents. Et donc voilà, donc c'est une situation qui est pas très confortable. Et là, j'étais pas à l'aise parce que je me disais mince, là, je suis dans une situation qui est compliquée, qui est dangereuse, quoi. Donc fallait vite sortir de ça. Et je me suis senti pas à l'aise parce que clairement, ma vie, tout simplement, était en danger. Mais qu'est-ce qu'on ressent? On perd ses moyens, on est tenté de les perdre? Non, là, au contraire, et ça, c'est ce qui est intéressant dans la peur, c'est que à ce moment-là, en tout cas, pour moi, ça arrivait à un niveau qui faisait que tu as de l'adrénaline, tu as justement une espèce d'instinct de survie, un truc qui ressort, qui vient et qui fait que tu es hyper concentré, t'as une espèce d'énergie. Je devais être fatigué quand j'arrive là, et puis là, dans les 12 heures qu'on suivit, je retrouvais quelque part une forme d'énergie parce que il fallait sortir de cette situation et pas céder à la peur, mais prendre conscience du danger et s'en servir pour essayer de résoudre la situation. Donc là, dans ce cas, c'est très positif. C'est quoi les émotions qu'on ressent le plus quand on navigue? Les émotions qu'on ressent le plus, je ne saurais pas les citer parce qu'elles sont très nombreuses. Et ce que je peux par contre dire, c'est qu'elles sont très extrêmes, très intenses. Et c'est quelque part probablement ce qu'on va rechercher quand on est marin. Pourquoi ? Parce qu'on est on est d'abord très fatigué. Du coup, tout ce qu'on perçoit prend une importance assez considérable. Et du coup, les émotions, elles sont décuplées. On va être heureux, mais on va être très très heureux. On va être fatigué, on va être très fatigué. On va être triste, on va être très triste. Et en fait, quelque part, on a des émotions très très fortes. C'est pas fade, du coup, la vie à côté de ça, la vraie vie? Non, mais peut-être que le fait de vivre ces émotions-là, l'extrême de ces émotions-là, nous permet d'être aussi peut-être plus alerte, enfin de mieux comprendre, parce que je pense que plus on en vit des émotions, plus on les comprend, plus on est capable de les percevoir, et du coup de vivre avec ça aussi quand on est à terre et d'être sensible à ça. On pleure souvent sur un bateau? Oui, beaucoup. Je pleure énormément sur le bateau. Ceci dit, même à terre, je suis quelqu'un qui peut avoir des larmes. Et j'ai cette chance, beaucoup de larmes de joie ces dernières années. Je me plains vraiment pas. Je trouve que j'ai pas honte de pleurer à terre, encore moins sur l'eau. Et ça m'arrive très régulièrement parce qu'on vit des émotions qui sont super fortes et qu'à un moment donné, ça nous dépasse et que c'est une façon d'extérioriser ça, quoi. On pleure pourquoi, par exemple? C'est la peur ou c'est quand on arrive après les manœuvres? À partir d'un certain moment sur l'eau, on pleure pour rien. Et c'est ça qui est beau quelque part. Parce que c'est parce beau, qu'à un moment donné, il y a un un coucher. Et justement, parce qu'on est dans un état émotionnel très, très. Il faut rien. Voilà, un coucher, quelque chose de beau peut nous mettre dans un état émotionnel hallucinant. Et ça, je trouve ça génial. Et donc, il y a certains couchers de soleil qui sont tellement beaux qu'en quelque part, on mérite de vivre ces émotions-là. Mais il y a d'autres moments où, quelque part, on peut se satisfaire. On a un problème technique et on va résoudre le problème. Et puis, si on est avec vraiment du recul sur notre objectif, on pourrait se dire, c'est rien, c'est pas grave. Tu vois,
mais parce qu'on est tout seul à l'autre bout du monde, très fatigué, on travaille depuis des mois, voire des années sur cette course, qu'on sait qu'il y a toute une équipe, des dizaines de personnes. Enfin, il y a plein de choses en amont qui font que ces choses-là prennent tout de suite des importances énormes. Et du coup, on peut quelque part pleurer pour pas grand-chose. Pleurer en public, c'est quelque chose d'assez rare. Quelque part, je dis que j'ai eu la chance de le faire à mon premier Vendée Globe. Je suis arrivé du Vendée Globe. Sur la remontée du chenal, c'était trop fort pour moi. Et c'est pas facile parce qu'il y a quand même une pudeur et c'est pas simple. Et en même temps, ce qui est beau, c'est que on partage. Je sais, en discutant avec d'autres personnes, il y a énormément de personnes qui ce jour-là ont pleuré. Ça me fait presque pleurer encore aujourd'hui. Alors que c'était il y a 6 ans. Mais tu vois, se dire que finalement tu fais quelque chose, tu vis une émotion très très forte. Et tu partages cette émotion parce qu'il y a des gens qui étaient dans leur canapé, tu as envie de dire, mais pourquoi mais qui ont vécu eux aussi une émotion super forte et tu partages cette émotion-là. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire. C'est quoi ? C'est quand l'équipe remonte sur le bateau ou quand on voit les visages des gens qui attendent au port ? Je sais pas, c'est une espèce de soulagement, quoi. Après la ligne d'arrivée, t'arrives et puis je sais même pas comment définir, mais en effet, c'est une espèce de soulagement libération quelque part, qui est lié à une accumulation d'émotions depuis des semaines, voire des années, des semaines sur l'eau, qui font que tout ça explose, une espèce de feu d'artifice qui est émotionnel, que je trouve en tout cas fabuleux. C'est des moments de vie qui sont assez uniques et qu'on a du mal à recréer dans une vie normale, quoi. Et justement, au niveau familial et dans le couple et les enfants, comment ça s'articule la vie de famille entre les absences ? Enfin, on a l'image du marin qui part et la femme et les enfants qui restent et qui attendent. Je sais que c'est pas ça dans les faits, sinon personne ne pourrait le vivre. Quand une femme ou comme une navigatrice, exactement. J'imagine qu'il y a une façon particulière d'articuler la chose quand tu es absent, et puis le retour aussi, c'est... Ouais, c'est sûr qu'il y a des moments, j'essaie de faire le plus rapidement possible, mais quand on fait un tour du monde aujourd'hui, je dis sous forme de boutade, mais c'est un peu vrai, parce que je cherche pas du tout à fuir... Je cherche pas à fuir la vie terrestre. J'adore la vie terrestre. Justement, il y a des gens que j'aime sur Terre que je cherche pas à les fuir. Je cherche juste à vivre d'autres choses quelque part, en espérant un peu avec eux, en partageant des choses avec eux, en essayant de revenir un peu meilleur. Et j'essaie de partir le moins longtemps possible. Et c'est pour ça que je fais de la course et que j'essaie d'aller le plus vite possible. Il y a forcément des absences qui sont longues. Faire un tour du monde, j'ai fait 2 tours du monde. Le premier en 78 jours, le deuxième en 42 jours. C'est long. Enfin, à partir de 78 jours, c'est super long. Après, si je prends un tout petit peu de recul par rapport à mon activité, si je prends par exemple l'année précédente, en 2018, j'ai fait une route du Rhum. La route du Rhum, ça a duré un peu moins de 8 jours, 7 jours. Donc j'étais absent pendant 7 jours. C'est un fait, j'étais sur le bateau. Mais si je prends par exemple l'ensemble des absences que j'ai pu avoir dans l'année 2018 dans le cadre de mon métier de marin, pour aller et venir à Paris, parler avec vous, avec les médias, pour échanger avec mon sponsor, il y a beaucoup plus de 7 jours dans l'année. Donc dans le métier de marin qu'on voit, on part sur l'eau, le métier de marin à terre m'absente plus de la maison que mon métier de marin sur l'eau. Et il y a plein de professions, il y a plein de métiers, des commerciaux, des gens qui sont par leur métier très terrestre, qui font qu'ils ne sont pas à la maison tous les soirs. Après, quand on est marin et qu'on fait un tour du monde en solitaire, la distance, elle est aussi dans la tête, puisqu'on vit des choses que les personnes ne pourront jamais comprendre. On n'a peut-être pas le temps de les appeler. Oui ou non, parce que assez paradoxalement, on va partager certaines émotions d'une manière finalement bien plus forte que ce qu'on pourrait faire dans la vie de tous les jours. Et du coup, par rapport à cette notion un peu de solitude, quand je suis en mer, dans le cadre des courses, et du coup, j'interagis avec des milliers, voire des millions de personnes, donc où il y a une connexion qui s'opère, qui ne s'opère pas finalement quand je suis à terre, avec la famille d'une manière différente, avec une certaine distance qui est, j'ai envie de dire, pas souhaitable, c'est-à-dire qu'on ne va pas construire une vie de famille en vivant des émotions tout le temps. Mais par contre, le vivre quelques jours dans l'année et vivre aussi et partager ses émotions avec sa famille et ses proches, c'est aussi quelque chose qui est beau. Enzo ? Je te laisse en train de barboter, 20 ans après, je te retrouve encore dans l'eau. Je voulais parler de transmission. J'ai vu que c'était
il y avait beaucoup de transmission entre les hommes de ta famille. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus ? J'ai eu la chance d'apprendre, de grandir avec plein de personnes autour de moi qui m'ont accompagné, des marins qui m'ont inspiré, des entraîneurs, des équipiers avec qui j'ai navigué, qui m'ont permis de progresser, d'apprendre, des marins plus âgés que moi quand je suis arrivé dans la course au large qui m'ont accompagné. Je pense à Quito de Pavan, je pense à Michel Desjoyaux, avec qui j'ai appris, j'ai navigué, j'ai échangé. Et j'ai eu la chance de progresser, d'apprendre avec eux. Ils m'ont transmis énormément de choses. J'espère, moi, leur avoir transmis aussi certaines choses d'une manière différente. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une évidence que je veux aussi transmettre ce que j'ai appris. Et je pense qu'il y a des phases dans la vie, et on parlait de famille, et aujourd'hui, j'ai appris grâce à mes parents, aux côtés de mes sœurs. Et aujourd'hui, j'ai des enfants, et j'espère leur transmettre, comme mes parents m'ont transmis des valeurs, plein de choses, et j'espère pouvoir transmettre ça à mes enfants, qui eux-mêmes transmettront un jour à d'autres. Et c'est la vie, quoi. C'est une espèce de cercle de la vie qui est beau. Et comment on élève un bon garçon ? Parce que tu as des fils, et on en fait un bonhomme. Comment... C'est ma grande question du moment, parce que voilà, c'est quelque chose de très universel. Et qu'est-ce qu'on veut apporter à ses enfants, quel que soit son sexe ? Et c'est une question que je me pose aujourd'hui, que je me poserai demain, et je pense que je me poserai toute ma vie. On essaye de faire le mieux possible, mais on sait qu'on faut accepter que c'est jamais parfait. C'est comme une course de bateau. On essaye de faire le mieux possible, on essaye de faire le moins d'erreurs possible, mais on en fait, et même si on gagne des courses, on fait des erreurs. Si j'essaye de simplifier un maximum ce que j'aimerais leur transmettre, c'est évidemment probablement des choses assez proches de ce que mes parents m'ont transmis. C'est des passions ? Une chose que je pense on a transmis, c'est de se dire que quand on a quelque chose au fond de soi, quand on a une envie, quand on a un rêve, se dire qu'il faut vraiment tout faire pour essayer de le réaliser. Et ça, j'ai eu la chance de vivre quand j'étais gamin, quand j'avais 6-7 ans, j'ai vécu 1 an sur un bateau avec mes parents et mes sœurs. C'était un rêve de mes parents qui était quelque part audacieux, qui était loin d'être évident. Ils avaient un métier, ils ne sont pas du tout marins, ils ont des métiers très terrestres. Ils ont pris un congé, une année sabbatique. Ils sont partis avec leurs enfants qui étaient jeunes, on avait 3, 6, 9. Moi j'étais au milieu, et ils sont partis avec 3 enfants traverser l'Atlantique et vivre sur un bateau, et ça ils avaient ça au fond d'eux-mêmes, et c'était loin d'être évident, et pourtant ils l'ont fait, et je pense qu'ils en sont ravis. Nous enfants on a vécu un super moment, et au-delà du bon moment passé ensemble, je pense que ça il y a une valeur qui ressort de ça, ou un message quelque part, c'est de se dire voilà, quand on a envie de faire quelque chose, même si autour de soi on dit ah oui mais peut-être, c'est pas si évident que ça, il y a une petite prise de risque, faut un peu lâcher son boulot pendant quelques temps, mais ça vaut le coup, et grosso modo je pense que quand on va chercher ce qu'on a au fond de soi, on a tous quelque chose au fond de soi, des fois c'est plus ou moins c'est facile, il y a des gens qui trouvent tout de suite ce qui les passionne, ce qui leur donne envie. Il y a d'autres, c'est moins évident. Et puis c'est pareil dans la vie. Aujourd'hui, j'ai eu la chance, moi, d'avoir cette passion de la voile qui était très forte. Mais le choix de devenir marin était loin d'être évident, et c'est compliqué. Et je regrette évidemment pas, parce que c'est passionnant, et je suis heureux d'avoir fait ça. Et peut-être que dans 20 ans, je me poserai des questions, et que ce ne sera pas si évident que ça de trouver le truc qui me passionne, qui me fait rêver. Je ne voudrais pas que les gens qui écoutent, surtout des jeunes, des adolescents qui disent bah oui, mais moi je ne sais pas, mais ce n'est pas grave. Tu trouveras, tu vois, je veux dire, on n'est pas obligé de savoir à 10 ans, à 15 ans ou à 20 ans. Des fois, ça arrive plus tard, etc. Peu importe, mais il y a plein de petites choses qu'on a au fond de soi. Et ça, il faut essayer d'être à l'écoute de ça, et se dire on y va, quoi, et on avance, et puis on essaie d'avancer. Et donc, j'espère que mes enfants arriveront à sentir même ce qu'ils ont au fond d'eux, parce que leurs parents voudraient qu'ils aient dans eux, ou parce que leurs copains, ou pas parce que... Non, ce qu'ils ont vraiment eux au fond d'eux. Et quelque part, nous, le boulot de parents, je pense que ce n'est que les accompagner à essayer d'écouter ce qu'ils ont au fond d'eux, et puis essayer de faire en sorte que les accompagner un peu, parce que quand tu es tout petit, faut un peu les accompagner, puis à un moment donné, ils font ça tout seuls. Est-ce que ça passe par les emmener, comme ont fait tes parents, faire un ouais, forcément, voyage en bateau ? Non, pas forcément par un voyage en bateau, ça évidemment pas.
C'est un peu ce que j'aimerais bien faire ça j'imagine. avec eux, mais quelque part, ça serait presque leur imposer ça. Mais oui, j'aimerais bien voyager un jour avec mes enfants en famille, en bateau. Mais non, mais c'est essayer de l'écouter. Et puis, si jamais, justement, leur passion naissante, elle se trouve à terre, il faut essayer de les écouter et essayer de les accompagner, essayer de peut-être de leur donner, nous, l'expérience de parents, parce qu'on est un peu plus âgés, qu'on a un peu plus de bouteilles, et que leur dire, bah oui, ça, c'est ça, pour arriver à ça, il faudra peut-être que tu fasses ça, ou que tu fasses ça, et puis leur donner des idées, les pousser, ou les retenir, je sais pas, je pense pas qu'il faille retenir, mais il y a peut-être des moments où il faut essayer, en tout cas, nous, le rôle de parents, essayer de leur donner des conseils, mais sans jamais interférer, ou en tout cas, le moins possible, essayer de jamais interférer sur ce qu'on a au fond de soi, parce qu'on a tous quelque chose au fond de soi, et il faut essayer de le trouver. C'est ça la vie, d'essayer d'aller chercher ça et d'essayer de le faire ressortir. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maison Neuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.